pas disparaître puisqu'il passe sur Internet. Mais je pense que le journal va disparaître. Parce que c'est un support qui est dépassé et que maintenant on peut le lire. Un journal, c'est éphémère. C'est un jour. Donc pourquoi est-ce qu'on continuera à utiliser un support qui lui est éternel, entre guillemets, du papier, alors qu'en fait on va se diriger vers une info qui n'est valable qu'un jour. Donc fatalement c'est le média électronique qui va l'emporter très rapidement, ne fût-ce que pour des questions de coût. Il n'y a pas d'impression, il n'y a pas de papier à acheter, il n'y a pas d'encre à faire, c'est toujours le même travail journalistique, mais qui n'aura plus de toutes ces contingences matérielles. Déjà maintenant, les journalistes tapent déjà leurs articles sur un ordinateur, alors après on l'imprime sur du papier ou on le sort sur Internet. Donc je pense que le média papier, oui, il va disparaître. On voit déjà le phénomène apparaître dans les médias anglo-saxons ou les journaux. Pourtant, les journaux dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne sont beaucoup plus importants culturellement, puisqu'il y a notamment le journal du dimanche qui est carrément un bloc comme celui-là. Donc ça, malgré tout, c'est plus implanté que chez nous, en tout cas côté francophone. Côté néerlandophone, c'est encore un peu différent. La presse écrite est encore un peu plus puissante qu'elle ne l'est chez nous. Mais pour moi, oui, à terme, ça va disparaître. Ça va se transformer. Ouais, d'accord. Qui se font les blogs ou sur Facebook? Oui. Oh. Bah oui. Bon. C'est quoi être journaliste? C'est quelqu'un qui a une info que les autres n'ont pas, qui a suivi certaines méthodes pour les regrouper, pour vérifier que son info est juste. Et en général, je considère que quelqu'un qui est journaliste, c'est quelqu'un qui en vit. Sinon, on est monsieur, madame, tout le monde, on s'est intéressé à un truc, on se fait un dossier. Mais si on ne vit pas de son travail, on n'est pas journaliste. On est donneur d'alerte, on est ce que vous voulez, mais on n'est pas journaliste. Il faut vivre de ce qu'on donne comme info. Pour moi, c'est ça le critère pour être journaliste, c'est qu'on vit de l'info qu'on donne. On vit de l'info qu'on fabrique, on vit de l'info qu'on trouve. Donc à partir du moment où quelqu'un publierait sur Facebook des articles bien documentés pour lesquels il est rétribué et qui répondent à certains critères, il n'a pas fait du copier-coller, quoi. Il n'a pas été chercher quelque part un morceau d'article sur un site internet, un morceau d'article dans un journal qu'il a tout compris lui-même, ça c'est pas un journaliste. Mais quelqu'un qui va par exemple à la guerre en Ukraine, qui va s'engager dans les troupes qui attaquent le Donbass et puis qui après publie un blog avec des photos, ah oui, c'est un journaliste, clairement un journaliste. Je ne pense pas que c'est le média sur lequel il est publié qui compte. Je pense que c'est les méthodes qu'il utilise, ce qu'il ramène comme info, et la troisième chose à mon avis c'est qu'il en soit rétribué, qu'il en vive. Sinon à partir du moment où il n'en vit pas, oui, il peut faire un travail de journaliste, mais comme vous, quand vous faites explorer le marché pour savoir quelle est l'assurance voiture la moins chère, si vous en déduisez, voilà, ça c'est l'assurance voiture la moins chère, donc c'est là que je vais prendre. Si vous prenez cet article, les recherches que vous avez fait, les comparaisons que vous avez fait, que vous les publiez sur un article, ça donnera un très bon article. Et vous n'êtes pas journaliste. C'est ça. Donc pour moi, c'est la seule nuance. Ouais, d'accord. Je pense que, en tout cas dans l'audiovisuel, la télévision, en tout cas, je ne vois pas comment on peut s'en tirer aujourd'hui sans une certaine formation. La presse écrite, c'est un peu différent, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait journalisme et qui écrivent très bien, ça s'appelle les écrivains. Donc là, il n'y a pas de souci, mais par contre, pour la presse audiovisuelle, là, j'ai plus de doutes sur le fait que quelqu'un qui n'ait jamais fait de télé soit en mesure de comprendre comment tourner, comment monter, comment faire des sélections, comment poser l'interview, comment mettre les gens en difficulté face à une caméra. Non, ça, je crois que ça s'apprend. Maintenant, je pense qu'on n'en fait pas assez dans les écoles et je pense qu'on ne va pas assez loin dans la formation, dans ce qu'on offre, dans ce qu'on donne aux élèves, même si je ne connais pas votre école. Allez-y. Mais les étudiants qui ont fait les études du caméra, du montage, pensez-vous que c'est possible que lui devient journaliste? Oui. Pour moi, c'est pas un souci. D'ailleurs, à la RTBF, on a une émission très célèbre qui s'appelle Striptease. Vous connaissez Striptease? Mais pourtant, il y a des néerlandophones qui travaillent pour Striptease. Donc en fait, l'idée, c'est pas de commentaires. Donc on suit quelqu'un pendant plusieurs mois et pas de commentaires. Donc tout est dans ce que les gens disent, ce que les gens échangent. Alors il y a des sujets très célèbres, si vous tapez sur internet vous les trouvez facilement, notamment ils ont suivi une délégation de parlementaires belges qui sont allés en Corée. C'est un sujet qui fait 52 minutes. Et donc il n'y a rien, il n'y a pas un seul commentaire. C'est uniquement sur base de ce que les Coréens disent et ce que les Belges répondent, des dialogues entre les... qu'on a construit tout un reportage qui dit plein de choses sur l'imbécilité des députés, ils font des conneries pas possibles, ils chantent avec des dictateurs, ils vont manger et boire du vin au bord de... Ouais, c'est un super reportage.
Maintenant, le striptease, c'est pas seulement des grands moments comme ça, il y a aussi des choses plus anecdotiques, comme par exemple, ils ont passé 3 mois dans un bordel à Saint-Tron, mais dans la cuisine. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les filles venaient quand elles avaient fini de travailler. Et c'est pour montrer les échanges qu'il y avait entre ces filles, le patron. Et ce qui est très drôle, c'est que par exemple, à un moment, il y a l'association des commerçants. Vous comprenez ça? L'association des commerçants. Donc, quand tous les gens qui ont des magasins dans un quartier se rassemblent pour demander qu'on répare la voirie, qu'on répare. Voilà. Eh bien, on vient. Il y a un monsieur qui vient en disant: est-ce que vous voulez bien rentrer dans l'association des commerçants? Est-ce que votre affaire marche bien? Est-ce que vous voulez pas prendre une carte de membre? Voilà, donc ça, c'est des choses extraordinaires. Ça, c'est du journalisme. Et c'est un caméraman qui fait ça. Donc oui, moi je pense qu'il y a des caméramans qui sont capables de devenir journalistes. Maintenant, là où ils auront sans doute un peu plus de problèmes, c'est à l'écrit. Parce que s'ils sont attirés par l'image, en général, c'est pas des gens qui aimaient écrire, c'est plutôt des gens qui aimaient montrer des choses. Donc là, certains auront sans doute des difficultés à formuler un texte ou des choses pareilles. Mais oui, pour moi, un caméraman, c'est un journaliste. Il y a moyen de faire des bons reportages sans commentaire, sans doute même plus percutants et plus forts que ceux que l'on fait avec un commentaire. Pour moi, quand on doit dire quelque chose, c'est un échec en télévision. Si on peut le montrer, si on peut le démontrer, ça c'est de la vraie télévision. Et si on est obligé de le dire, que ça ne se voit pas à l'image, il y a un souci, c'est de la presse écrite avec des images derrière. Donc oui, pour moi un caméraman c'est un vrai journaliste. Maintenant je pense que tout le monde n'a pas cette envie-là. Je pense que tous les caméramans n'ont pas envie de devenir journalistes. Mais il y en a qui, à mes yeux, en sont capables. Il y en a qui l'ont fait, à RTL, il y en a qui l'ont fait. Chez nous, il y en a qui vont le faire. Parce que les métiers changent chez nous aussi, à mon avis, on va leur ouvrir la porte. Et donc oui, pour moi, un caméraman, c'est un journaliste. Tout à fait. Il doit avoir une grande gueule. Oui. Parce qu'il doit aimer déranger les gens. Si on est journaliste et qu'on n'aime pas déranger les gens, qu'on n'aime pas poser des questions embarrassantes, qu'on n'aime pas chercher, on n'est pas journaliste, on est, comment je vais dire ça, on est metteur en forme. On prend des choses, une info que quelqu'un d'autre nous donne, et on la met en forme et on la rend jolie. Mais alors on est plus proche de la communication que du journalisme. Donc pour moi, ça doit être une grande gueule, quelqu'un qui aime déranger. Deuxièmement, ça doit être quelqu'un de persévérant. Donc ça doit être quelqu'un qui doit aller chercher l'info là où elle n'est, quand on ne la donne pas, qui doit vérifier les choses. Donc il doit avoir envie de déranger, il doit avoir envie de perturber. C'est ça un journaliste. Si être journaliste, c'est à la conférence de presse du Premier ministre, se contenter de répondre ce qu'il a dit, c'est pas très intéressant. Maintenant, s'il annonce la perte de 3000 emplois à la SNCB, c'est intéressant. Il y a parfois des informations officielles qui sont très intéressantes. Mais pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui creuse, qui a une grande gueule et qui a envie d'emmerder le monde. Ouais, ça va. Est-ce que j'ai une grande gueule et que j'ai envie d'emmerder le monde? D'accord. Non, j'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi journaliste? Alors, pourquoi j'ai choisi les études de journaliste? J'ai choisi les études de journaliste parce qu'il n'y avait pas de maths. Ça a été mon premier critère quand j'ai vu tout. Ouais, le journalisme, ça a l'air sympa. Ça, c'était le début. Mais puis après, je me suis pris au jeu. Donc à partir du moment où je suis rentré dans les formations techniques, on a commencé à faire du vrai reportage, j'ai adoré faire de la radio. Parce que j'aimais beaucoup le fait d'apprendre une nouvelle et d'être en mesure de la donner dans les 30 secondes qui suivent à un maximum de gens. Ça, c'est extraordinaire en radio, c'est qu'on est en direct, mais tout de suite, avec un simple GSM, on est en direct. Et ça, c'est extraordinaire. En télé, c'est très lourd. Et en presse écrite, même avec Internet, on va quand même moins vite qu'un coup de téléphone. Donc pour moi, ça, c'était ce que j'adorais en radio. Et donc, ça m'a donné envie de continuer là-dedans. Et puis, j'y ai pris goût. J'ai pris goût au fait d'avoir le droit de déranger, d'avoir le droit de ne pas penser comme les autres, d'avoir le droit de faire autrement. Et la première fois où j'ai eu ce plaisir-là, c'est quand j'étais devenu journaliste et qu'on m'a envoyé faire l'interview d'un de mes profs à l'ULB, parce que je sors de l'ULB. C'était un emmerdeur, c'était un type qui était méchant et qui pétait les élèves. Et c'est moi là qui... Et puis donc je suis allé le voir, j'ai dit voilà, aujourd'hui c'est moi qui vais poser des questions, c'est vous qui allez être mal à l'aise. Il a éclaté de rire, et il a dit essayez. Et puis voilà, l'interview s'est bien passée. Et voilà, là c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai cru, je me suis dit ouais, je ne me suis pas trompé, j'ai fait un bon choix. Mais au départ, juste parce que je n'aimais pas les maths. Ouais, ça va. Il y a d'abord le danger physique, quand on va dans une zone, je suis allé en Ukraine, au moment où il y avait les événements, donc ouais, il y a du danger physique, on risque sa peau. Ouais. Quand il y a des cocktails Molotov qui tirent à gauche ou à droite, ou je suis allé à Tchernobyl aussi. Donc on y va, mais c'est la radioactivité, ça se voit pas, ça se sent pas, ça s'entend pas.
c'est un drôle de danger, mais voilà, il ne faut pas marcher à certains endroits parce que c'est radioactif, il ne faut pas manger n'importe quoi. Donc oui, moi je prends pas beaucoup de risques, hein. Moi je suis un peu heureux moi. Donc moi je vais pas dans les endroits dangereux, mais j'ai certains de mes collègues qui vont réellement dans des endroits dangereux où ils se leur reposent. Ça c'est le premier danger. Et puis je pense qu'il y a un deuxième danger qui se répand de plus en plus, c'est qu'on a une certaine tendance à vouloir ruiner les journalistes. Donc de plus en plus d'entreprises, quand on les met en cause, ne s'en prennent pas à la RTBF, mais s'en prennent aux journalistes en portant plainte comment on dit ça, j'ai oublié le nom. Enfin, il y a un terme juridique particulier que je vais vous retrouver par la suite. En dommages et intérêts. Voilà. Et donc, ils font un procès aux journalistes en tant que personne et ils réclament un maximum d'argent. À partir du moment où vous perdez un procès où on vous réclame, je sais pas, ne fût-ce que 200 000 euros, bonjour, salut Lisa. Bonjour pour s'en remettre, c'est vraiment pas évident. Et donc je pense que là, oui, c'est pas un risque physique, mais faut faire attention, quoi. Faut pas que la vie de famille soit anéantie parce qu'on a fait un article qui n'a pas plu à une grosse société. Donc faut faire attention. Ouais. Un bon journaliste, moi, un journaliste que j'aime bien. Oui. Oh, ça c'est une question bizarre. Bon, alors, il y en a deux catégories. Pour moi, celui qui m'a donné envie de devenir journaliste s'appelle Günter Wallraff. C'est un Allemand, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Günter Wallraff, lui, il fait un journalisme tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'il devient un personnage. Donc, par exemple, il s'est déguisé en turc dans les années 80 et il est allé d'abord au stade pour montrer comment les supporters réagissaient quand on était turc. Puis il a été trouvé un curé en lui demandant « Je veux marier une Allemande, est-ce que vous êtes d'accord de me marier? Mais je dois me marier très vite parce que sinon on va m'expulser. » Il a trouvé des curés pour voir qui acceptait de le marier, qui refusait de le marier. Puis il est allé plus loin, il est allé travailler au McDonald's. Et il a montré que par exemple au McDonald's, dans l'uniforme, à l'époque, il n'y avait pas de poche. Parce que c'était pour éviter que l'on donne des pourboires, que les clients disent « Je vous donne 5 Deutschmark, vous viendrez m'apporter l'hamburger à table. » Pour éviter ça, il n'avait pas de poche pour ne pas pouvoir prendre des pourboires. Mais lui, il expliquait qu'il était là où on cuisait les hamburgers, qu'il avait un rhume, qu'il n'avait pas de poche, donc pas de mouchoir. Voilà, et donc il a trouvé ça aussi. Et puis, ah bah ouais, il a gagné son procès. McDonald's lui a fait un procès, il a gagné son procès. Et puis là, il a risqué sa vie parce qu'il a été, ce qu'on proposait souvent, il avait remarqué que ce qu'on proposait souvent aux immigrés turcs, c'était de faire des tests de médicaments. Et donc il y est allé, il a fait des tests de médicaments, et là il est tombé très malade. Parce que les médicaments qu'on lui avait fait tester étaient vraiment très dangereux. Et là, c'est son médecin qui lui a dit « Non, t'arrêtes tes conneries, tu rentres chez toi, tu reprends ta nationalité allemande, là, tu oublies que t'es turc, et tu reviens dans le monde réel parce que là, tu es en train de jouer ta vie. » Et récemment, il a refait le même. Maintenant, c'est quand même un monsieur plus âgé, il a 65 ans. Il a refait le même en trouvant une solution pour se maquiller en noir. Et donc, il a fait la même chose, mais bon, il prend moins de risques quand même. Hein. Et là, il a filmé. Mais il va par exemple dans un club de dressage de chiens et il montre que lui, il a beau venir avec son chien, il a 65 ans, donc c'est pas un rappeur agressif qui vient comme ça, madame. Non, pas du tout, mais il montre qu'il est rejeté, qu'ils veulent pas de lui, et voilà, il montre le racisme ordinaire dans la... Pour moi, ça c'est un costaud, quoi. Donc là, il écrit des livres. Et il n'a jamais perdu de procès, parce que tout ce qu'il dit dans ses livres est toujours prouvé, en fait il en garde toujours plus. Il dit pas tout dans ses livres. Il garde des arguments pour gagner ses procès. Donc quand il arrive au procès, oh, vous avez dit ça, c'est pas vrai. Il dit si c'est vrai, en plus j'ai ça. Ok, on arrête. Il gagne tous ses procès. Donc lui, moi c'est vraiment un journaliste, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Et franchement, c'est waouh. Ouais. Ça c'est costaud. Maintenant à l'intérieur de la maison, à l'RTBF, il y a des journalistes que j'aime bien. Notamment un qui est à la retraite maintenant, mais qui s'appelait Jean-Claude Defossé, qui faisait les grands travaux inutiles. Donc c'est quelqu'un qui... tous les grands projets que l'État a commencé et n'a jamais fini. Par exemple, l'autoroute Bruxelles-Anvers. Il y a 2 bandes là, il y a 2 bandes là. Et au milieu, il y a un immense terrain vert. D'habitude, entre 2 bandes d'autoroute, il y a 5 mètres. Là, il y a 40 mètres. Parce qu'en fait, au départ, on pensait faire 4 bandes dans un sens et 4 bandes dans l'autre. On ne l'a jamais fait. Mais par contre, on a gardé les terrains. Et ils sont là. Donc lui, il s'est déguisé en joueur de football. Et il a fait toute une blague en expliquant qu'en fait l'État allait faire des terrains de football tout le long de l'autoroute. Il avait mis des buts et il jouait au foot en expliquant que voilà, c'est ce qu'on devrait faire avec ce terrain qui est abandonné. Ouais.
Voilà, ça j'aime beaucoup aussi, parce que c'est impertinent, mais c'est drôle. Et lui, je l'admire beaucoup aussi. Ouais, sympa.